C'est parti. Est-ce que tu peux faire démarrer le live? Bien sûr. 3, 2, 1, et on a un contre-arbour ici qui se lance aussi. Bonjour à tous et tous, enfin bonsoir, c'est le 4e Facebook Live de Mieux Vivre Conflans. Mieux Vivre Conflans, c'est le collectif qui se présente aux élections municipales à Conflans-Sainte-Honorine pour faire changer la gestion de cette ville et pour apporter de la gauche, apporter plus de justice, plus d'égalité, plus de services publics, plus de partage et tout simplement mieux vivre Conflans. Je suis Alexandre Garcia, je suis le candidat tête de liste pour la liste. Et je suis présent ici avec Maxime et Sophia qui vont se présenter. Juste un petit rappel, les élections municipales, c'est les 15 et 22 mars prochains. Vous pouvez encore vous inscrire sur la liste électorale si ce n'est pas fait. Par exemple, si vous avez déménagé, que vous venez d'arriver sur Conflans il n'y a pas longtemps, vous pouvez le faire jusqu'au 4 février. Vous pouvez également faire une procuration, rapprochez-vous de nous avec par exemple le formulaire qu'on a de contact. On a des QR codes sur notre acte qui vous permettent de nous contacter, déjà pour vous donner votre avis sur la ville, mais également pour pouvoir faciliter votre vote dans ces élections. La jeunesse, c'est un enjeu fondamental, parce que tout simplement c'est l'avenir, mais c'est aussi une question spécifique par rapport à l'usage de notre ville, l'usage de nos services publics. Et moi j'adore ce moment qu'on a toutes les semaines de ce live. Et là on a vraiment une opportunité de pouvoir parler avec deux jeunes conflanaises et conflanais qui ont vécu la ville et qui s'engagent pour pouvoir la changer, pour pouvoir amener un nouveau vent dans cette ville. Donc on va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter. On va commencer par Sophia à ma gauche. Bonsoir, je m'appelle Sophia, j'ai 20 ans et j'habite à Conflans depuis 2021. J'ai emménagé en 2021 pour le lycée. Donc j'ai fait tout mon lycée à Conflans et maintenant je fais mes études à Paris. Et donc voilà, je pense que j'ai plutôt j'ai clairement vécu mon adolescence à Conflans et donc je pourrais en témoigner. Voilà. Tout à fait. Merci Sophia. Bonsoir, moi je m'appelle Maxime, c'est mon premier Facebook Live et TikTok Live avec Alexandre. J'ai aussi 20 ans et j'habite Conflans depuis mes années en maternelle. Et je suis heureux d'être ici pour pouvoir parler de la ville et des choses qu'on pourrait faire ici avec vous et Alexandre et Sophia. Merci beaucoup à tous les deux. Conflans et la jeunesse. Conflans, c'est une ville assez jeune en fait par rapport à la moyenne des Yvelines. Une ville qui est en croissance, on le sait, il y a eu un recensement récemment qui a montré qu'il y avait, si on compte les occupations temporaires, les résidences secondaires, etc., 37 000 personnes sur Conflans. On se souvient que dans le temps c'était plutôt du 35-36 000, donc il y a cette croissance. Et tout de suite ça pose une question, les écoles, est-ce qu'elles vont pas se retrouver surchargées? La mixité sociale dans les quartiers, là où il y aura des constructions, est-ce qu'on pourra aussi faire en sorte qu'il y ait toujours du vivre ensemble? Les questions d'artificialisation aussi, et de végétalisation. Est-ce que finalement nos parcs sont dimensionnés pour qu'il y ait plus de monde comme ça? Est-ce que nos voies, nos rues sont praticables? Est-ce qu'il y a assez de places de parking ou alors de parking à vélo, de choses comme ça? Ça, c'est extrêmement important. Et une ville en croissance et qui est historiquement tournée vers la jeunesse. Notre MJC, elle s'appelle Michel Rocard, donc ça s'invente pas. Ça permet aussi ce live de remercier à nouveau le travail fabuleux des équipes municipales à Conflans, les agents municipaux, notamment de la MJC et de la médiathèque qui travaillent pour la jeunesse, la MJC dont la porte et la lumière est toujours ouverte le week-end, des gens qui s'arrachent, des gens qui inventent des concepts, qui ont fait à Halloween par exemple un escape game qui est absolument fabuleux et qui est victime de son succès tellement il attire des personnes d'autres villes. Mais aussi la médiathèque. Hier on était avec l'équipe à la conférence sur le livre Un procès pour l'avenir par rapport au procès de Samuel Paty. Il y avait Gaëlle Paty qui était présente, la sœur de Samuel Paty, et également les deux auteurs de la BD. Ça a été un échange qui a été entièrement piloté par la médiathèque et qui a été hyper fructueux, hyper intéressant malgré le sujet très lourd. Ça local. Et en termes d'engagement, on trouve, et c'est assez objectif quand on va au conseil municipal, même quand on va dans les concertations,
eh ben, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour susciter leur intérêt. Il y a un conseil municipal des enfants, il y a un conseil municipal des jeunes, c'est vrai. Des recherches, Ouais, Maxime, pour j'ai fait nous dire les quelques petits, statistiques de la jeunesse de la population conflanaise. Ouais, j'ai fait quelques petites recherches sur le site de l'INSEE et en 2022, la grande majorité, il y avait entre les 30 et 44 ans 21% de la population et entre les 0 et 14 ans 20%. Ce qui est quand même pas mal. En tout cas, dans ce qui est institutionnel, dans la participation électorale, hein, on peut citer les européennes de 2024. Alors c'est toujours un scrutin qui est un peu difficile en termes de participation, mais au niveau des jeunes, c'était seulement 40% de participation, donc 60% d'abstention. Mais quand l'enjeu est perçu comme important, ça change. Donc les législatives, on passe entre 2022 et 2024. À 2022, il y a 30% de participation des jeunes, mais en 2024, il y en a 55%. Donc ça montre bien que les jeunes s'engagent quand ils sentent qu'ils peuvent avoir un impact. Et j'ai consulté, on avait regardé ensemble une recherche qui avait été faite, une enquête du Cercle des économistes sur 15 000 jeunes de 18 à 30 ans qui montrait que la participation politique était toujours là, mais elle était sous une forme qui n'était pas forcément attendue. Par exemple, 58% des jeunes se disent intéressés par la politique. On leur demande, est-ce qu'ils se sentent bien représentés, que ce soit par le président, les députés, les maires, ils disent 41% pas du tout, 33% pas trop, les pas représentés, les pas écoutés, les pas considérés, un tiers de ces 18-30 ans expliquent l'abstention des jeunes par un manque de confiance, un quart pense que leur vote n'a aucun impact, mais pourtant, ils s'engagent. 51% s'informent à travers les réseaux sociaux, majoritairement, il faut le savoir, 35% en lisant la presse, en écoutant la radio et la télé. Et on constate aussi qu'ils sont très engagés dans les associations. Il y a 3 jeunes sur 10 qui donnent leur temps dans des associations, et ça sera intéressant aussi de savoir si vous avez un retour là-dessus. Et 3 jeunes sur 10 disent aussi avoir participé à une manifestation ou une grève au cours des 12 derniers mois. Et je garde en tête par exemple la manifestation contre la réforme des retraites qu'il y avait eu en 2023, qui avait particulièrement concerné le lycée Jules Ferry, où il y avait eu le blocus, et on avait été particulièrement en soutien de la capacité des étudiants à exprimer leur contestation de cette réforme. Je pense que c'est important d'avoir cet espace, parce que s'il n'est pas pris par des structures normales, eh bien, il se prend tout simplement par la rue et par la manifestation, et c'est un droit qui doit être défendu, bien entendu, dans notre République. Et 41% disent avoir signé une pétition en ligne au cours des 12 derniers mois. Donc cet engagement, il est toujours là, et c'est ce qu'on doit stimuler aussi chez les jeunes à Conflans. Donc on va faire un petit zoom sur vos parcours à Conflans. Et on va peut-être commencer par toi, Sophia. Donc tu as rejoint, comme tu disais, Conflans pendant ta période adolescente. Tu as été au lycée Jules Ferry. Donc avant, tu as grandi ailleurs. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé à Conflans? Est-ce que tu as un petit, même si ça remonte un peu, un petit rapport d'étonnement à faire, et ensuite que tu décrives un peu la vie lycéenne telle qu'elle était au lycée Jules Ferry, dans les environs. Est-ce qu'il y avait des débouchés, un peu de sorties un peu faciles, le midi, comment ça se passait, etc. Parce qu'il y a une vraie question qu'on se pose sur cette polarité autour du lycée Jules Ferry. Est-ce qu'elle est assez accueillante, et finalement, est-ce qu'elle est assez praticable pour les jeunes? Alors moi, donc j'ai grandi entre Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, donc c'était, surtout à Mantes-la-Ville, c'est une ville très résidentielle, ce qui fait que quand je suis arrivée à Conflans, ce qui m'a marqué, c'est la convivialité de la ville, et notamment du centre-ville de Conflans, donc qui est très animé l'été notamment, mais également avec le parc du Prieuré. Il y a, je trouve, quand même pas mal de choses qui sont faites pour les jeunes, notamment le cinéma en plein air. C'est toujours un bon moment pour se retrouver entre jeunes, mais aussi le skatepark qui a ouvert. Enfin, c'est des endroits très agréables. Et donc c'est vraiment cet aménagement de la ville et l'effet convivial qui m'a marqué. Et aussi le fait qu'il y ait quand même pas mal d'établissements. Enfin, il y a 2 lycées, il me semble, et 3 collèges. Et puis après, plusieurs écoles maternelles. Donc, voilà, je m'y connais pas trop. Mais je trouve que c'est quand même une ville très accessible. C'est-à-dire que on peut se rendre au lycée très facilement, peu importe d'où on habite dans la ville, en bus ou même en train pour ceux qui habitent vers Findoise. Donc le bus avait plutôt un bon usage du bus, Oui. En tout cas à l'époque ça fonctionnait plutôt bien. Oui, à l'époque, dernièrement, il y a eu les grèves, mais c'est vrai que moi je prenais le bus 11 ou le bus 17, en fait j'avais plusieurs options, et puis même en soi quand il faisait beau on pouvait y aller à pied aussi, c'est quand même plutôt accessible, très accessible même je dirais. Donc voilà, ça c'est toujours très agréable, voilà. Ok. Et
On se posait une question sur ce forum de la place Romagné. Eh bien, c'est vrai que la place Romagné, franchement, les lycéens, on l'exploite beaucoup. Enfin, on l'exploitait beaucoup et je pense que c'est toujours le cas parce que mon petit frère est au lycée actuellement et il va toujours beaucoup à la place Romagné. C'est vrai qu'on allait à la place Romagné, soit quand il y avait trop d'attentes à la cantine, soit quand il faisait beau, qu'on voulait manger avec d'autres amis. Et franchement, c'est juste à côté du lycée, donc c'est parfait. Il y a plusieurs boulangeries, il y a des petits restaurants. Donc, et puis le Franprix, donc il y a du choix pour tout le monde, il y a même des petites formules étudiantes qui sont faites dans les boulangeries, donc c'est très sympa et très agréable. Donc oui, on y allait souvent, enfin même Maxime il y allait tous les midis à peu près. Donc, les boulangeries avec les... c'est super. Les paniers. Les paniers. La question qu'on se pose avec Romagné, c'est une place qui a besoin quand même d'être refaite parce qu'elle est très très minérale. Il y a des arbres, mais les arbres, on ne peut pas dire qu'ils apportent un vrai ombrage. Il y a un chantier qui est en train d'être fait, c'est le théâtre. On en parlera peut-être plus tard du théâtre. Il y a une occasion un petit peu manquée et moi j'ai eu l'occasion de le dire en conseil municipal de pouvoir refaire d'autres choses sur la place. Par exemple, la maison de quartier du comité de quartier, elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est un escalier hyper raide et en colimaçon qu'il faut prendre pour aller accéder aux services en haut. Et donc, elle est particulièrement peu visible. Également, je pense que quand il fait chaud, c'est minéral, donc c'est un peu compliqué d'y être. Il y a clairement une question à se poser aussi sur cette fontaine qui est là depuis un certain temps, qui est une œuvre d'art, donc du coup ça pose des soucis de pouvoir la refaire, il faut certaines procédures, mais bon, rien n'est impossible. Quand même, là où c'est minéral, si on apporte un petit peu d'eau, ça rafraîchirait un peu plus. Parce que regardons cet endroit et disons-nous, avec plus 3 degrés, plus 4 degrés, est-ce qu'on pourra se balader de la même manière? Pas forcément évident. Et puis même il n'y a pas trop d'endroits d'ombre je dirais et pas trop non plus de place pour s'asseoir en fait. C'est vrai qu'on s'asseyait tout autour, soit sur les marches, soit tout autour des endroits où il y a les arbres. Jardinières, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de banc ou de sorte de petite table de pique-nique qui peut être un peu plus conviviale ou une grande table. J'ai vu ça à Paris par exemple, ça peut être sympa aussi. Parce que je pense qu'initialement, le forum, il était fait avec des gradins. Et je vois Guy qui connaît bien la mise en place du forum. Oui, mais je pense que l'idée était de dire, vous pouvez vous asseoir sur ces gradins. Or, comme on y marche, c'est pas forcément évident de se dire ça. Enfin, c'est pas forcément naturel de se dire, je vais m'asseoir sur en fait ce qui est le sol. Donc, il y a une vraie question peut-être de repenser cette place. C'est en tout cas une centralité importante de notre ville. C'est la première chose que beaucoup de gens voient quand ils viennent de Cergy ou de Paris. Moi, je pense qu'il y a moyen de trouver, de mettre un peu moins de minéralisation là-dedans. Essayer de, je dirais peut-être pas, on dit cette notion des forêts urbaines, mais de pouvoir faire sauter un petit peu de cette pierre qui est là. Je pense que c'est en tout cas un chantier assez important. La question que je me posais aussi, c'est où sortent les jeunes à Conflans de manière générale. Du coup, cette période lycée, et puis même, tu as parlé du parc du Prieuré, tu as parlé des quais. Moi, j'ai parlé aussi avec pas mal de jeunes qui me disent qu'ils vont de plus en plus dans la zone des Bouteries parce que là, il y a de l'amusement en fait. Il y a le speed park, il y a le pâté. Il y a un KFC qui a ouvert aussi. Il y a un KFC qui a ouvert, qui contribue à rassembler aussi, c'est important. Mais du coup, dans cette zone, c'est un peu votre truc aussi d'y aller ou vraiment il faut que vous ayez envie d'aller faire un bowling franchement, c'est plus centralisé pour les activités, par exemple avec le cinéma ou encore avec le speed park. Mais sinon, on va vraiment. Enfin, en tout cas, c'est rare qu'on aille là-bas pour se poser ou quoi. Enfin, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de. C'est rare, on va plus sur les quais de Seine ou au parc du Prieuré. Cette zone-là, c'est plus, c'est très industriel, donc on y va juste pour aller au cinéma, quoi. On peut pas vraiment s'y poser, il n'y a pas de petit parc d'endroits pour. Donc voilà, c'est seulement si on doit aller au restaurant, au cinéma, enfin voilà quoi. Mais ça coûte, ça coûte en effet, et en fait ça a coûté, parce qu'avant il y avait un cinéma en cœur de ville. Et donc naturellement on avait l'écosystème où avec le Cinéville, on pouvait ensuite déboucher sur le centre-ville, sur la rue Maurice Berthaud. En fait on pouvait venir en ville pour s'y balader. Il y a eu un choix qui a été fait par la mairie de Laurent Brosse dès qu'il est arrivé de ne pas poursuivre ce Cinéville, et donc à partir de là c'est tout un cœur de ville qui a été amputé d'une grosse partie, avec également les bains-douches qui étaient dans ce bâtiment-là. Et ça en plus je l'ai vécu, j'étais au collège ou en école primaire, on faisait souvent des sorties dans le cinéma qui étaient très sympas.
Et le fait qu'il ait été fermé, après, il n'y avait plus de sorties pour aller voir des films, donc c'est un peu dommage. Ouais. Et puis il est vrai que moi quand j'ai emménagé à Conflans, tous les amis que je me suis fait me disaient oui bah il y avait un petit cinéma de ville, c'était très sympa mais maintenant il a fermé. Donc c'est sûr que c'est dommage parce que c'est... Enfin, je vois dans les villes à côté. Diversité avec l'installation d'un gros multiplex qui lui a une logique économique C'est ça. et qui donc va servir les mêmes films sous un même format et puis avec un prix qui est de 14 euros, de 15 euros, il faut dire ce qu'il y a. C'est de plus en plus cher le cinéma. C'est pas accessible à tout le monde et puis même le Pâté de Conflans il diffuse pas du tout tous les films, il diffuse seulement les films qui font Exactement. beaucoup Plus d'entrées, etc. Alors qu'il y a d'autres films La qui culture, sont... c'est pas que ça. Ouais. Alors ce que répondra à la mairie en place, c'est qu'on a quand même réussi à faire des arrangements pour qu'il y ait des sorties, que de temps en temps on puisse gagner des places à prix réduit, etc. Mais c'est quand même essayer de réinventer la roue après l'avoir complètement détruite, quoi. Ouais. Donc il y a une vraie question en tout cas de faire revenir de la culture en cœur de ville. Il y a pour l'information de tous et toutes un gros complexe qui va se faire. Un complexe immobilier principalement, avec aussi l'idée de faire un pôle de santé pluridisciplinaire. Il a finalement été validé par le Conseil d'État. Moi, je pense qu'il y a un enjeu par rapport, bien entendu, au chantier, au cahier des charges. Bon, bien sûr, on tiendra compte de cela. On a une petite anti-sèche qui nous est donnée. Par rapport au cahier des charges, d'apporter un peu plus de vie commune et de culture dans ce chantier-là. Donc ça, c'est la question de où sortir, comment ramener la culture en centre-ville. Et on va peut-être passer à Maxime, qui connaît Conflans depuis tout petit et qui l'a vu changer aussi. Alors, on se posait la question des sports. Tu as été plutôt engagé dans certains clubs. Quel sport tu as pratiqué? Quelles conditions des équipements? Et puis, ensuite, ça, c'était le sport institutionnalisé. Donc, tu pourras un peu nous expliquer ce que tu faisais, où est-ce que tu le faisais dans la ville. Et ensuite, quand tu avais envie peut-être d'aller courir ou de faire une partie de foot avec des copains, est-ce que tu accédais facilement à des terrains ou des infrastructures, ou est-ce que tu sentais que, bon, comme pas mal de jeunes, hein, malheureusement, mais c'est la ville qui est comme ça et qui est hostile, parfois on se dit, mais même si c'est pas bien, mais qu'on a envie d'escalader un grillage pour accéder à un terrain, voilà. Donc comment cet accès tu as pu l'avoir ou ne pas l'avoir au cours de ta toute jeunesse sur la ville? Déjà au sujet des sports, ça a toujours été quelque chose de central. J'ai pratiqué le judo à Conflans, la piscine, enfin la natation du coup, le handball et le basketball et plus récemment de l'athlétisme. Donc au niveau des associations, des clubs de sport, on est plutôt bien. Il y a quand même pas mal d'associations sportives. Les aménagements c'est plutôt bien et c'est ouvert aux hommes, aux femmes et pour toutes les tranches d'âge. Et sinon pour ce qui est ce qui est moins institutionnel, il y a quelques city-stades, mais le problème c'est qu'en hiver ou dans des périodes où il fait nuit plus tôt, il fait nuit plus vite du coup et il n'y a pas de lumière. Donc ça c'est quelque chose d'assez compliqué. Et sinon, des city-stades, il y en a au quartier du Plateau du Moulin ou derrière Autrey, il y a un petit terrain de basket sympa, mais toujours la difficulté des éclairages. Et voilà, sinon après oui, sinon on est plutôt bien équipé. On a un vrai sujet sur l'éclairage, hein, ça rejoint. C'est un peu le fil rouge de ces différents lives, je crois qu'on en a parlé à chaque fois, hein, franchement. Et ça c'est important dans l'usage de la ville. Que ce soit pour circuler, se sentir en sécurité la nuit quand on doit faire le chemin entre fin d'Oise parce qu'il n'y a pas eu de train à la gare centrale ou vice versa et aller à la gare et qu'on traverse toute la ville. Bon, on passe par les quais, il y aura un petit peu de lumière mais de temps en temps on prend une perpendiculaire et là il n'y a plus rien. Donc, et là la question aussi de pouvoir jouer dans la nuit si c'est possible parce que quand c'est l'hiver et que c'est tôt. Il y a une vraie question en effet de garder la vie sociale dans la ville, y compris quand les nuits sont plus longues. Il faut travailler sur l'éclairage. Là, je pense que la meilleure méthode, et on en avait parlé, c'est la concertation avec les habitants. C'est en parlant avec justement les conseils de quartier qu'on saura si littéralement il y a des points noirs en termes d'éclairage et qui créent de l'inconfort ou un manque de praticité ou même une sensation d'insécurité pour les habitantes et les habitants. Donc ça, la question des sports,
Et puis ensuite, la question de l'école, de manière générale. Donc, est-ce que globalement, comme tu as fait la totalité de ta scolarité, est-ce que tu as de bons souvenirs? Est-ce que tu te souviens de projets scolaires qui t'ont plutôt marqué? Est-ce qu'il y avait des colonies de vacances, des voyages scolaires? Et puis, est-ce que certains projets éducatifs t'ont particulièrement marqué en lien avec la ville? Est-ce que tu sentais que les écoliers, et puis ensuite les collégiens, lycéens étaient assez impliqués dans le monde avec un rôle de la mairie qui venait aussi présenter des choses, pas seulement que dans l'instruction civique, mais avec des projets en lien avec la communauté éducative? Il y a des choses qui t'ont un peu marqué dans cette expérience? Bah déjà, comme l'a dit Alexandre, j'ai fait toute ma scolarité à Conflans et ce qui est vraiment sympa. Après, les activités proposées au collège, je sais que chaque classe de 4e avait l'occasion de partir soit en Espagne s'ils faisaient le V2 espagnol, soit en Italie. Donc moi, j'étais allé à Rome parce que je faisais le V2 italien, c'est très sympa. Et pour ce qui est de l'école, toi, tu as pu avoir de la semaine de 4 jours et demi, pas uniquement 4 jours. Hein. Non, c'était 4 jours et demi, parce Ouais. qu'on avait quoi le mercredi? Une vraie question des rythmes scolaires. Comme on sait, ce qui est applicable, c'est que il est possible pour chaque commune d'éventuellement revenir à 4 jours et demi. Mais très peu de communes l'ont fait parce qu'elles sont pas très accompagnées et puis il faut déployer beaucoup de moyens pour cela très long et qui commencent très très tôt le matin, ça correspond pas du tout au rythme biologique des enfants et ça finit assez tard le soir. On compare par exemple aux États-Unis, l'école elle se finit à 3 heures. Bon, après ils dînent à 6 heures, mais c'est tout un rythme de vie qui est calé de cette manière-là. Il y a une convention qui avait été annoncée par le chef de l'État. Bon, la convention climat, il n'en est pas resté grand-chose. On ne sait pas s'il en restera grand-chose. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui se posera à nouveau à partir de 2027 et il sera important pour la commune de se positionner. Culturellement, politiquement à gauche, nous considérons qu'il est important d'avoir un temps scolaire qui est suffisant et qui est respectueux du rythme des enfants. Tous les rapports objectivement chronobiologiques montrent que quand c'est tassé sur 4 jours et qu'il y a cette énorme coupure au milieu de la semaine, eh ben, c'est plutôt mauvais pour l'apprentissage. Et donc il y a une vraie réflexion pour rouvrir cette question sur les rythmes. Je ne veux pas préjuger de ce que ça donnera et de ce qui sortira en termes de loi, mais je pense que je m'engage en tout cas pour qu'il y ait une vraie réflexion qui se fasse si la possibilité est ouverte de manière plus large de passer à un temps scolaire plus réparti, plus respectueux et donc plus étalé sur la semaine. Ça, c'est une question importante. Également, on avait aussi des questions maintenant un peu pour tous les deux. Donc là, on a parlé des services publics qu'il y a sur la ville. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre feeling général sur l'engagement. On en parlait au début. Comment se sentent les jeunes globalement aujourd'hui? Alors, vous êtes deux jeunes, vous n'êtes pas représentatif forcément de tous les jeunes, bien entendu, mais comment vous avez senti les choses se passer avec des amis que vous avez vus grandir et puis ensuite vos voies qui se sont séparées? Est-ce que vous pensez que on est dans l'individualisme par rapport au monde qui devient de plus en plus dur? Ou est-ce que vous êtes plutôt en écho avec ce que je disais au début, c'est que finalement vous voyez de l'engagement, mais vous voyez d'autres types d'engagement politique plus ponctuels, mais aussi plus intenses aussi, sur une lutte, sur une pétition? Est-ce que vous avez vu quelque chose de changer sur les dernières années, notamment après le Covid? Ça, c'est assez intéressant de savoir quel est votre point de vue sur ça. Est-ce que vous voyez un différentiel sur ce que vous avez vu? T'as une petite idée déjà ou pas? Après, moi, je trouve qu'on était quand même plutôt jeunes à la période du Covid, on était en 3e, on avait 14-15 ans, je pense, donc c'était pas vraiment l'âge où on s'intéressait vraiment à la politique, mais il est vrai que quand je suis arrivée en seconde, on en parlait déjà plus. Et notamment au lycée, il y a eu le blocus qui a été organisé notamment par Maxime, ici présent. Ah oui. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a eu certaines choses dont on entendait parler qui nous révoltaient vraiment. Mais j'ai aussi vu à l'inverse mes amis qui se trouvaient complètement désintéressés par ce qui se passait, puisque ça leur paraissait trop lointain. Elles avaient l'impression qu'elles n'avaient pas leur mot à dire, dans tous les cas, elles n'allaient pas être entendues. Et j'ai aussi observé du coup une part des jeunes qui se révoltaient et d'autres qui se renfermaient vraiment sur eux en se disant bon je vais m'occuper de moi-même et puis voilà quoi, le reste
Et bah, pour rebondir sur ça, c'est sûr qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont politisés. Il y a une vraie fermeture du champ politique et toutes les questions politiques, je trouve qu'elles touchent beaucoup moins les jeunes alors que c'est quelque chose de central. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est à notre âge où on doit montrer l'exemple, où on doit faire quelque chose aussi. Donc Oui. on a notre part de responsabilité dans ça. Mm. Et je trouve que bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas, enfin que beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas forcément. Oui, que moins de jeunes s'engagent aussi, mais c'est vrai, comme tu disais, qu'ils s'engagent d'autres manières, donc via les associations, les pétitions, mais aussi, je pense, enfin, sur les réseaux sociaux, en fonction des personnes qui vont suivre, du contenu qu'ils vont regarder, mais ça va pas pouvoir avoir l'impact que ça a, comme quand on s'engage réellement pour faire changer les choses, quoi. Et moi, je pense que quand il y a un problème de représentation, il y a bien entendu la réflexion sur les causes profondes, c'est-à-dire comment ça se fait que c'est inaudible, comment ça se fait que c'est pas compréhensible, comment ça se fait que on a l'impression que ça ne sert à rien. Et il y a aussi, je pense, des mécanismes, par exemple des personnes de 16 ans dans ces conseils de quartier, parce qu'il faut représenter voilà, ceux qui sont tout juste sortis de l'enfance, mais qui sont l'avenir de Conflans. Donc voilà, quand il y a un problème en fait d'inégalité, le quota n'est jamais la solution idéale, mais c'est une première solution qui permet d'avancer. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, hein. Dans le supérieur c'est pareil, etc. Il faut raisonner de cette manière-là, et ensuite, raison de fond. Oui. L'autre question, je pense qu'on voulait aborder ensemble, c'est la question de la sécurité et de la santé mentale de manière générale. Vous avez donc voilà, vu le Covid à une période où vous étiez quand même à l'adolescence, donc un moment où on se cherche, où on se construit, où on a besoin justement de sociabilisation. Vous avez donc dû suivre l'école à distance, c'est devenu quelque chose d'assez théorique au milieu d'une vie quotidienne. Est-ce que vous avez senti que les jeunes étaient assez accompagnés? Parce que finalement, ça a été un petit traumatisme pour tout le monde quand même. Est-ce qu'ensuite on a pu revenir à la vie de la même manière? Et est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez vu par exemple autour de vous, enfin moi c'est des choses que j'ai vues par exemple dans mon enfance, au lycée, la pression scolaire qui devenait de plus en plus forte, et il n'y avait pas encore Parcoursup, etc., mais c'était admission post-bac, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et je voyais clairement des élèves qui étaient en phobie scolaire, par exemple. Oui. Et ce truc n'était pas nommé. À l'époque, on ne mettait pas le mot sur ça. Oui. Et on nous expliquait, il y avait un élève, il sortait de classe, tout d'un coup, il ne pouvait plus supporter, il faisait une crise d'angoisse. Et personne ne nous l'expliquait. Et à un moment, une professeure nous a dit, bah voilà, il est dépressif. Bah, non, il n'est pas dépressif, ça s'appelle une phobie scolaire, c'est quelque chose qui se nomme, etc. Est-ce que vous trouvez que ces choses-là, elles ont été assez nommées par rapport à des choses que vous avez pu voir par rapport à des camarades que vous aviez? Est-ce que vous avez pu sentir qu'ils étaient aidés? C'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que la santé mentale des jeunes, là tout le monde est d'accord, et je pense de tous les points de vue au niveau politique et dans toutes les villes, que c'est une épidémie en fait. Oui. C'est une épidémie de manière générale dans la société française, dans la société moderne, mais par rapport aux jeunes, quelles sont votre vision de ce qui provoque ça et de ce qu'on peut faire pour soigner un peu tout le monde, soit par le social bien entendu et par notre vivre ensemble? Tu veux commencer? Oui. C'est vrai que la santé mentale des jeunes, c'est vraiment un sujet essentiel. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est très bien, mais c'est quelque chose qui date pas, ça date pas d'aujourd'hui, et c'est aussi, ça existait déjà avant, mais c'est vrai que le Covid, ça a vraiment renforcé cette santé mentale catastrophique, je dirais, des jeunes, parce que, le Covid et les réseaux sociaux, justement. Mais c'est vrai qu'après le Covid, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des phobies scolaires, qui voulaient plus retourner à l'école. Et notamment, je pense, les réseaux sociaux, ça renferme vraiment les jeunes sur eux-mêmes. Et puis, il y a les algorithmes sur les réseaux sociaux qui vont entretenir ce mal-être. Et c'est important de prendre ce sujet en compte et d'essayer de le traiter de différentes manières. Notamment en accompagnant des jeunes, ou que les professeurs, tous ceux qui encadrent les jeunes aient des formations pour pouvoir répondre à ces problèmes et ces alertes pour les jeunes. Et nous, quand on était au lycée, il y a la MJC notamment qui est passée
au lycée pour nous parler de cellules d'écoute et de psy qu'on pouvait aller consulter gratuitement grâce à la ville. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que on pourrait encore faire plus pour pouvoir accompagner les jeunes et qui se sentent aussi moins seuls. Enfin, peut-être plus des activités, des regroupements pour éviter cet isolement des jeunes qui se sentent mal en fait. Et moi, je pensais à cette histoire de l'interdiction des écrans donc, et des réseaux sociaux de manière générale. L'approche un peu de prohibition comme ça, est-ce forcément la bonne approche? Parce que là, vous voyez, on est en train d'utiliser TikTok, on est en train d'utiliser Facebook pour parler à deux publics générationnels un peu différents. Les réseaux sociaux, c'est aussi un outil qui est potentiellement formidable en termes d'information, si les algorithmes ne déformaient pas pour avoir uniquement l'extrême et le faux qui est relayé en masse. Est-ce que vous partagez l'idée qu'en dessous d'un certain âge, il faut tout simplement interdire, ou est-ce qu'il faut être plutôt dans l'éducation aux écrans, l'éducation aux réseaux sociaux dès le début, parce que c'est ça qui permet d'être mieux armé pour combattre notamment la désinformation? Ça m'intéresse d'avoir par exemple ton avis, Maxime. Ouais, je pense qu'une éducation des réseaux sociaux pour justement, parce que là la loi c'était pour interdire totalement les réseaux au moins de 15 ans, c'est ça si je ne me trompe pas. Ouais. Et je trouve que l'interdiction totale et générale est un peu extrémiste, qui est un peu abusive. Et parce que pour moi, sur les réseaux sociaux, on peut quand même s'informer de beaucoup de choses. On peut quand même ouvrir nos pensées. Et les réseaux sociaux, ils peuvent être un bon outil de développement par moment, mais s'ils sont bien utilisés, si c'est bien encadré. Où voilà, on est un peu une page blanche et on doit pouvoir bien utiliser les réseaux. On a Alain en ligne qui nous demande « Bonsoir, il faut évoquer la cantine du lycée Jules Ferry, si possible. » Merci d'avance. Tout à fait. Alors du coup, vous avez plutôt un bon retour historiquement sur la cantine. Après, il y a un mode de gestion de cette cantine qui est en délégation de service public, donc c'est un prestataire qui donne ça. Et donc ça représente un certain coût pour la région qui finance ça. Est-ce que on ne pourrait pas trouver des moyens de réinternaliser une partie de la restauration? Alors nous, la ville, on aura la main sur les écoles primaires, sur les écoles maternelles. Il fut un temps où il y avait une cuisine centrale qui était dans le quartier de Conflans, Romagné-Renouveau, qui a été détruite. Il y a maintenant un ensemble immobilier dessus. Donc on a un prestataire qui fait venir des repas depuis une certaine distance avec une petite part de local, une petite part de bio, mais on n'a pas tout à fait prise sur ce qui est fait. Et puis, bien entendu, c'est suivi de près aussi avec des comités au niveau des écoles, d'utilisateurs, de parents d'élèves qui déterminent les menus, etc. Mais on n'a pas du tout la même capacité à, par exemple, stimuler l'économie locale. À chaque fois qu'on passe par exemple à côté du jardin de Cocagne, des Qualis qui se situe près du stade Bérégovoy, on se dit il y a un trésor de fruits et de légumes disponible ici. Si on pouvait les manger dans les établissements publics, ce serait excellent. On aurait stimulé l'emploi local, l'insertion, et en plus on aurait fait quelque chose d'ultra écologique parce qu'on aurait fait venir cette nourriture-là de pas si loin. Est-ce que on ne peut pas réfléchir à ces différents modes de délégation et de fourniture de services publics pour en réinternaliser une partie en régie? Alors après, ça implique une certaine responsabilité. Ça implique notamment un contrôle sanitaire assez fort. Donc ça demande d'acheter des chambres froides, tout un dispositif qui est aseptisé pour pouvoir préparer la nourriture. Alors après, il y a plusieurs niveaux de régie. Mais en tout cas, il y a des communes qui ont été très volontaires là-dessus et qui l'ont fait. Avec un coût qui a effectivement augmenté, parce que c'est des coûts en plus, mais qui n'a pas été répercuté sur les citoyens de manière injuste. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir la cantine n'avaient pas une augmentation, tandis que ceux qui avaient un peu plus les moyens, eh bien, ils pouvaient mettre un petit peu plus pour qu'il y ait une cantine de meilleure qualité pour toutes et tous. En tout cas, on peut dire ce qui est, c'est que la gestion actuelle de la tarification du périscolaire, de la tarification des cantines, elle est assez opaque pour tous les parents d'élèves. Pour le coup,
moi je m'en rends compte et quand j'en parle aussi avec les autres parents d'élèves, on ne comprend pas toujours la facture, ce qui a été facturé ou pas. Quand il y a une impossibilité de se présenter qui est pas liée en plus aux parents ou à l'élève mais qui est liée au professeur, eh bien il y a 2 jours de carence parce que on a commandé la nourriture donc du coup elle est gâchée donc je suis désolé vous la payez quand même. Il y a beaucoup de parents qui ressentent ça un peu comme une injustice. Je pense qu'il y a un travail en tout cas de revoir cette tarification. Certaines règles qui sont vécues comme injustes, au bout d'un moment il faut essayer de faire un effort. Ça implique un peu plus de coûts, mais un coût aussi qu'on peut répartir de manière un peu plus juste par rapport à tous les parents, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment absurdes et qui sont mal vécues. Et ça, bien entendu, quand on a aussi plus le contrôle sur l'outil de production qu'est la cuisine, on peut gérer un peu plus toutes ces choses-là. Donc ça, la question du scolaire. Alors parlons aussi un petit peu de culture, parce que j'ai cru savoir en préparant que vous étiez pas mal intéressé par le théâtre, vous utilisiez pas mal Simone Signoret. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale du théâtre, de sa programmation, aussi de comment vous aimeriez le voir sortir de terre sous une nouvelle forme, parce que là il y a un projet qui devrait faire une rénovation énergétique, qui devrait le rendre un peu mieux au niveau acoustique, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas en faire encore plus un théâtre où tous les conflanaises et conflanais peuvent s'essayer au théâtre, peuvent se produire sur les planches? Comment on peut l'ouvrir un peu plus sur la population? Et puis même de manière générale, en termes de programmation, est-ce que vous dites comment ça se fait qu'il n'y a jamais X qui est passé à Conflans alors que je vois des villes qui sont de taille plus petite et il aurait pu y passer? Ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai. Bah déjà, peut-être au niveau de la communication du théâtre, après je suis pas très bien informé sur leur communication, mais justement c'est peut-être ça le problème, c'est que ils diffusent pas assez les scènes qui sont jouées. Moi je me balade souvent dans la ville et je vois rarement des affiches avec écrit les scènes des pièces, à part à Romagné, mais qui est du coup juste à côté du théâtre. Ouais. Et sinon ça serait intéressant de mettre ça en place, parce que le théâtre c'est un très bon outil culturel et super. Sinon après au niveau des pièces de théâtre, on en a vu 2 qui sont jouées là-bas avec Sophia et qui sont très bien. C'est Passeport et l'autre. Il va falloir, je pense qu'au niveau citoyen, justement des utilisateurs comme vous puissent être engagés et voient au chapitre dans la nouvelle forme qu'aura ce théâtre, sa programmation, ça va être assez consultatif. Bien entendu, il y a une vision artistique, il y a des responsables de la culture qui peuvent faire ça très bien, mais c'est quand même toujours mieux de savoir ce que souhaite la population, ce que souhaite voir la population. Il y a également des idées qui sont testées dans d'autres communes de faire un pass culture. Donc l'idée ce serait de dire voilà, par rapport à telle ou telle prestation qui est le théâtre, qui est le musée de la batellerie, qui est aussi des musées ou des théâtres qui sont dans d'autres communes environnantes, on alloue une certaine somme et on permet d'accéder pour 50 € par exemple à certains spectacles qui ont été faits. Ça je pense que c'est quelque chose à tester. Ça serait maximum en termes d'efficacité si c'était coordonné avec d'autres communes. Oui. Donc là, la commune, bien entendu, elle a une compétence générale culturelle, donc elle peut essayer de mettre quelque chose en place à son niveau, mais ce serait pas mal de se mettre d'accord avec les communes voisines, ou même de gérer ça, par exemple, avec la communauté urbaine, pour que les jeunes aient plus facilement accès à la culture. Un droit à une pièce par an, au-delà de celui qui est gracieusement accordé par la commune, ce serait peut-être pas trop demandé. Une autre question en ligne, on nous demande est l'état déplorable de la voirie, on en parle. Alors c'est peut-être pas tout à fait dans le sujet. Mais c'est intéressant, mais bon, ça peut c'est être... intéressant d'avoir la Ils peuvent avoir perspective leur jeune avis. justement sur l'état de la voirie. Et Comment vous déplacez? Ça c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée. Et est-ce que vous utilisez beaucoup le vélo? Et sur l'enterrement des réseaux électriques et des fibres aussi, serait-il envisageable? Voilà. Également, question. Bon là après je vais parler de mon cas personnel, mais je pense qu'il a touché quand même beaucoup d'habitants. Au niveau de la fibre, il me semble que le principal gérant de la ville c'est SFR, si je dis pas de bêtises. Et avec ma mère, on est chez Bouygues et dans le quartier, on subit beaucoup de coupures de fibre. Ah, ça continue. Ouais, et ça continue, on se retrouve des mois sans connexion, donc c'est un peu compliqué. Et ça, je sais pas si on pourrait reprendre la main, enfin si la municipalité pourrait reprendre la main sur ça, mais voilà, mais en tout cas, c'est un problème qui est rencontré chez les conflans. En tout cas. Ah, c'est une approche vraiment globale.
La municipalité, elle doit déjà, quand il y a des débordements en termes de gestion des armoires, etc., prendre des arrêtés. Alors parfois, ces arrêtés, ils sont cassés parce que juridiquement, mais au moins, ça permet parfois d'envoyer un signal et de mettre le haut-là à une situation de dégradation, etc. Oui. Ensuite, il y a de l'influence, bien entendu. On a un problème vis-à-vis d'un opérateur. Il y a eu du mieux, mais il y a aussi voilà, du moins bien sur certains mois. Donc, il faut faire de l'influence au niveau de la mairie. Et puis, c'est une approche globale. On en parle beaucoup avec certains camarades. C'est un système où des prestataires s'ignorent totalement et sont en concurrence. Donc, l'un débranche l'autre, etc. Sachant que on voit clairement que c'est tout un cadre légal qui a changé pour éviter que ces prestations en cascade. Donc là, l'important aussi, c'est dans un mouvement et une liste de gauche, c'est d'avoir cette approche globale des problèmes nationaux et d'utiliser nos relais qu'on peut avoir, le député à l'Assemblée nationale ou la sénatrice au Sénat pour porter des textes. Il y en a qui sont déjà là, mais comme vous savez, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut que ça aille dans une chambre, puis dans l'autre, et parfois ça peut se perdre des années durant. Il faut aller faire ce suivi-là. Donc cette approche globale, il faut absolument l'avoir en tant que maire Et sur la voirie, dirigeante de la ville. Et sur la voirie? Et sur la voirie, ouais. Comment vous l'utilisez la voirie Tu disais que c'était facile de circuler quand même, mais quand même on est sur Carnot, les trottoirs, un petit peu. Il est vrai que, alors moi je circule majoritairement maintenant que j'ai mon permis en voiture et aussi en vélo l'été. Mais alors c'est vrai qu'en voiture on a beaucoup de trous dans les routes. C'est pas hyper pratique de circuler et mes parents me le disent souvent, enfin ma mère me dit souvent que c'est pas très agréable sur la route, même au niveau des places, enfin c'est un peu brouillon. Et c'est vrai qu'il y a des rues, hein, je dis pas qui ont été refaites et c'est super justement. Mais nous, par exemple, dans notre rue, on a fait plusieurs signalements, plusieurs fois, depuis qu'on a emménagé. Et il n'y a rien qui a été fait, on a vraiment des trous. Et il y a dû avoir justement une inondation pour que la municipalité fasse quelque chose pour notre rue, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des rues qui sont à prendre en charge dans la ville, quoi. Ça c'est géré par la communauté urbaine en effet, et voilà, dans une très grosse communauté urbaine. Et je rejoins totalement ce que Sophia disait. En plus, là, notamment avec les tombées de neige, il y a eu des cabines Vélib pour les vélos. Mais c'est vrai que dans le reste de la ville, il n'y a pas trop d'endroits non plus pour accrocher nos vélos, je dirais. Ça, c'est un point fondamental. Et il y a l'association Un Vélo qui roule qui a envoyé un questionnaire à tous les candidats pour qu'ils se positionnent sur les difficultés d'usage du vélo dans la ville. Et évidemment, quand on pense au vélo, c'est pas juste avoir fait une piste ou parfois même une bande cyclable où c'est dangereux quand même quand on reste parce qu'on va sur la chaussée. C'est penser de bout en bout où est-ce que je le prends, je l'achète, où est-ce que je le gare en sécurité et quel est le trajet que je fais au quotidien. Et c'est pas forcément le trajet touristique que je fais, mais c'est le trajet qui va rejoindre mon école, mon lycée, le Franprix, le Leclerc. Et là, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. C'est vrai qu'il n'y a pas des pistes cyclables non plus partout dans Conflans, notamment dans les grandes rues. Donc ça pourrait être bien aussi. Et vous n'utilisiez pas par exemple les vélos en libre service qui sont un peu élancés ici quand même? C'est pas un peu cher le tarif ou... À partir du moment où tu prends un abonnement, tu payes pas parce qu'en fait pour déverrouiller le vélo il faut payer 1 euro et ensuite je pense c'est pas cher, c'est quelques centimes par minute. Et quand tu prends cet abonnement, justement tu payes pas les 1 euro à chaque fois. Parce que c'est ça en fait qui coûte cher à la fin. Mais oui, ça c'est assez bien, c'est assez pratique. T'en trouves suffisamment dans les endroits où tu vas? Ça dépend les lieux, parce qu'ils sont souvent autour des gares, parce que c'est là où les gens finissent leur trajet. Mais par contre, pour le débuter, il faut se rendre un peu plus loin. C'est pas forcément à toutes les zones où il y a trottinettes et vélos qui sont disponibles. Après, oui, c'est très bien, mais c'est vrai que par exemple, pour les plus jeunes, ça peut peut-être être un peu cher pour eux, par exemple, ceux qui sont au lycée. Et qui habitent un peu loin et justement quand il y a des problèmes de bus ils utilisaient ça et c'est vrai que c'est peut-être pas hyper accessible pour eux au sujet du tarif, mais sinon pour nous ça va. On pourrait imaginer qu'il y a un certain nombre de trajets en effet qui soient gratuits et puis il y a aussi une question de durabilité de ça. Il y avait une question qu'on avait posée au conseil municipal, c'est comment on les amène d'une station à l'autre
comment sont les camions qui s'en occupent en fait et qui les rechargent. Et malheureusement, c'est trottinettes électriques, mais les camions qui font ça, ils sont thermiques. Du coup, en fait, on reproduit de l'impact environnemental là où on a cru complètement verdir. Et il y a aussi, je pense, une question, et ça, c'était quelque chose qui est dans le questionnaire d'un vélo qui roule, c'est comment développer. Enfin, il y avait une question, c'était avez-vous la conviction que le vélo stimule le commerce à Conflans? Et ça, c'est vrai parce qu'il y a ce cliché de se dire ah, mais quand on va faire ses courses, il faut un gros barda, donc il faut sa voiture, parce qu'il faut tout mettre dans le coffre, etc. On peut aussi penser à comment on stimule le fait de pouvoir aller en vélo avec un panier, d'avoir un vélo cargo. On n'a pas cette offre-là non plus dans la ville, mais c'est des choses qu'on peut penser avec la communauté urbaine. Si on peut faire ses courses avec un vélo qui permet d'être un peu plus et qu'on économise le fait qu'il y ait une voiture qui descende au centre-ville ou dans la zone commerciale qu'il faut, et ben ce sera toujours ça de gagner. Oui, on peut y réfléchir. Ça, c'est les mobilités, c'est un point absolument fondamental. Et on est sur l'ensemble des sujets qu'on a voulu brasser ensemble. Je vais voir s'il y avait une dernière chose qu'on voulait évoquer. Il y a eu les mobilisations, la réforme des retraites. Ouais, tu en parlais. Ouais, bah ça avec Sophia, on l'a vécu du premier plan, parce que lors de la réforme des retraites, il y a notre lycée, Jules Ferry, qui s'est mobilisé justement contre la politique d'Elisabeth Borne et contre notamment la réforme des retraites. Et on a organisé plusieurs blocus. Bon, le premier s'est plutôt bien passé, le lycée l'a plus ou moins accepté, il n'y a eu aucun débordement des deux côtés, mais après c'est un peu compliqué à la suite des mobilisations parce qu'on a réitéré une seconde fois. Là il y a eu un débordement qui justement a fait le tour des réseaux sociaux, où un camarade à moi a été interpellé assez virulemment alors qu'il faisait rien de particulier, on était totalement pacifique. Et voilà, et donc on a été fortement réprimés, et c'est une répression aussi qui a été totalement validée par le maire actuel Laurent Brosse, qui nous a pas soutenus du tout dans nos démarches démocratiques. Et ça, on a trouvé ça un peu dommage, parce que surtout qu'il y a eu des fausses informations de la part du préfet et tout qui ont été relevées sur nos mobilisations qui selon n'étaient pas pacifiques, alors que totalement. Et puis voilà, puis après ça a été récupéré par la suite politiquement. Lors d'une dernière mobilisation, il y avait beaucoup de syndicats qui sont venus. Dont un député d'ailleurs. Oui, il y avait Louis Boyard qui était venu. C'est ça. Beaucoup d'attentes, vraiment énormément. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel peut-être. Il faudrait qu'il y ait plus de stands. Oui, mais c'est surtout parce que c'est un tout petit réfectoire. Donc il n'y a pas assez de table pour le grand lycée en soi que c'est, parce qu'il y a quand même énormément de place, énormément de niveaux, et je crois qu'il y a de plus en plus de niveaux d'ailleurs. Donc là, on entre sur un souci qui est du ressort de la région, parce que les lycées sont gérés par la région. Et Jules Ferry, on sait ce que c'est en termes de bâti. C'est quelque chose d'assez ancien, qui a plusieurs couches. Et ça fait depuis plusieurs élections qu'on dénonce le fait que ce n'est pas mis en œuvre la vraie réflexion de ce lycée. Ça mise en fait à l'échelle, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de lycéens d'autres communes qui viennent. Il prend de plus en plus de classes, d'options, de spécialités. Il est attractif de ce point de vue-là, mais ça ne suit pas en termes de taille. Il y a aussi toute une partie qui est un peu ancienne et qui devrait être refaite. Là, c'est clairement une non-priorité de la part de Valérie Pécresse, et c'est pour ça que c'est important aussi de penser en global et d'aller essayer d'apporter le changement aussi aux élections régionales qui, pour le coup, sont prévues pour 2028. Mais ça n'empêche pas, bien entendu, le maire d'influer pour obtenir quelque chose de mieux. Je pense qu'il faut pousser les murs. Donc, pour pousser les murs, il faut aller obtenir le financement. Je pense qu'aussi les mobilisations citoyennes sont importantes. Je pense que on peut réfléchir à faire la lumière sur ce qui se passe concrètement, en montrant voilà ce qui se passe tous les jours. On va faire une petite vidéo sur place, on va vous montrer que ça ne passe pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La cantine qui était le service public qui était offert de manière abordable, eh bien, les lycéens se retrouvent à devoir aller en extérieur
Et on est à la fin du live TikTok, mais ça c'est pas un souci. On doit pouvoir faire de l'influence pour essayer de faire changer les choses au niveau de la région. Et enfin, je pense aussi de manière l'environnement autour, quand on ne va pas à la cantine de Jules Ferry, il pourrait y avoir peut-être un peu plus d'options, mais il faut y réfléchir. Je pense qu'il y a pas mal de boulangeries, Ouais. mais je pense aussi qu'il peut y avoir parfois des options type salade. Oui. C'est un peu difficile à trouver, Un non petit ça? bar Ou alors à il faut aller au salade, en Franprix pour effet. prendre une salade toute faite, mais ça pourrait Oui. être un truc intéressant. Ou sinon, oui, un petit bar à salade qui pourrait être ouvert. Enfin, après, c'est vrai qu'ils ont ouvert une Pokéball, c'est un peu plus. Ouais, c'est vrai. un peu plus C'est déjà moins fruits et abordable, légumes. quand même, les Pokéballs. Mais Oui. ouais, Ah oui, c'est très vite cher. ça se... Oui, ça coûte. Ou sinon, dans le Franprix, peut-être faire justement un Ouais, bar à oui. salade. Il y en a pas mal qui ont ça en Ouais. fait, et je me Ouais, demande même, enfin là Ça pour peut le être coup, très bien, justement, oui. c'est du ressort de l'initiative privée bien entendu, mais c'est important de vocaliser ce besoin, parce que voilà, c'est comme ça que les jeunes vivent la ville, et c'est aussi, là ça fait partie aussi du rôle du maire, c'est d'essayer d'en parler à droite à gauche, pour dire que voilà, comment on pourrait mieux utiliser la ville tous ensemble, parce que c'est des rapports avec les commerçants, avec les entrepreneurs, et c'est aussi tout bénef pour les entrepreneurs de répondre à un besoin quand un besoin est exprimé. Ouais. Voilà, on arrive à peu près au bout du temps qui est alloué pour ce live. Merci beaucoup pour les questions aussi qui ont été posées par les auditeurs et auditrices. Un dernier mot, Sophia, Maxime, sur comment vous voyez les enjeux pour les jeunes pour ces municipales, les encourager peut-être à Oui. participer et à s'engager. Peut-être qu'on a instillé un petit peu ça ce soir. Vérifier qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes, là vous avez encore un peu de temps. Et, Très peu. Et très peu de temps, donc allez-y et allez voter le 15 et 22 mars. Oui, et renseignez-vous sur les programmes et puis les initiatives que vous voulez faire changer à Conflans. Super. Et engagez-vous pour ne pas laisser les autres décider à votre place. Bonne soirée. Merci à toutes et Bonne tous. soirée. Encore un grand merci. À bientôt.